Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous, vous regardez Le Média, la chaîne d'infos et de combat sur le canal 165 de la Freebox, sur notre chaîne YouTube, sur Molotov ou sur notre site lemediatv.fr. Vous regardez un nouvel épisode de l'émission Du côté de chez Sam avec Chris, dit Politico Boy, journaliste et ingénieur, co-auteur des Illusions perdues de l'Amérique démocrate et animateur de plusieurs newsletters sur Substack, dont faketech.substack.com. Du côté de chez Sam revient sur l'actualité aux États-Unis, mais également sur la façon dont les États-Unis regardent l'actualité dans le monde, et progressivement nous évoquerons de plus en plus les guerres de la tech et de l'intelligence artificielle qui façonnent désormais notre avenir. Aujourd'hui, on parlera d'Elon Musk, et s'il ressemblait plus à la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf qu'à un super-héros de notre époque, membre puissant de l'exécutif de Donald Trump, à la tête d'un ensemble d'entreprises hyper stratégiques, il polarise, et ce n'est pas forcément bon pour son business qui va de l'internet par satellite vers Starlink, aux voitures électriques avec Tesla, en passant par X, ex-Twitter ou Grok, son intelligence artificielle. Son appétit de pouvoir va-t-il le perdre? Et si, au moment de sa toute-puissance, s'amorçait tout simplement, et comme souvent, le début de son déclin? J'en parle avec Chris, dit Politico Boy. Salut Chris. Bonjour à tous. Alors, dans ta newsletter, tu évoquais le mouvement de boycott qui s'organise contre Tesla. Tesla sont les voitures électriques de Elon Musk aux États-Unis, et un mouvement qui a été relayé par de nombreux médias outre-Atlantique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, au départ, bon, quand Musk a pris ses fonctions dans l'administration américaine avec Trump, il y a eu déjà des débuts de manifestations qui dénonçaient Musk, et des actes isolés, on va dire, de personnes qui ont communiqué sur les réseaux sociaux, y compris des actrices ou des gens, des influenceurs, comme quoi ils vendaient leur Tesla parce qu'ils ne pouvaient plus être associés à cette marque et à Elon Musk, en particulier après le fameux salut nazi qu'il a effectué le jour de l'investiture de Donald Trump. Donc au début, il y avait comme ça des signaux un peu parcellaires et isolés. Et aussi, on a vu passer pas mal d'images sur les réseaux sociaux de voitures Tesla qui étaient vandalisées. En particulier le Cybertruck, donc c'est le gros 4x4 pick-up de Tesla qui est sorti relativement récemment, et qui est un peu un symbole de la dérive de l'entreprise, parce que c'est un gouffre en termes de ressources énergétiques, et donc c'est un concept qui ne fait pas vraiment consensus, y compris chez les fans de Tesla. Donc tout ça, c'était des choses un peu isolées, puis ça s'est mis en place de manière plus structurée, mais organique, essentiellement par les réseaux sociaux, et en particulier par le réseau social Blue Sky, qui est un peu l'alternative à Twitter ou X. Et donc on voit maintenant une structuration du mouvement qui consiste essentiellement à venir manifester devant les points de vente, les points les concessions de Tesla, et même les chargeurs aux États-Unis, avec des pancartes pour dénoncer la politique de Musk, et associer en fait Tesla à tout l'extrémisme de Musk et sa dérive à l'extrême droite. Mais plus profondément, c'est quoi le but de ces actions, de ce mouvement? Oui, alors le but, c'est très clair, hein, c'est en tout cas pour ce qui est du mouvement qui est un peu organisé, c'est de faire baisser le cours de l'action Tesla pour faire provoquer l'effondrement de la fortune d'Elon Musk, tout simplement. Donc l'idée, c'est que les gens qui vont aller sur les points de vente de Tesla, les concessions, etc., vont peut-être être dissuadés d'acheter un véhicule, parce qu'ils voient en fait que acheter ce véhicule, ça les associe à toute une politique derrière. Et puis c'est aussi l'idée d'encourager les gens qui possèdent déjà des Tesla, eh bien, à les revendre. Du coup, si ça a un effet, en fait, ça va diminuer la valeur des Tesla sur le marché de l'occasion. Donc là, du coup, les propriétaires de Tesla vont voir que leur véhicule se déprécie, ce qui encourage en fait à vendre sa Tesla assez vite avant que la dépréciation soit trop forte. Donc c'est un peu pour provoquer un mouvement comme ça, en fait, de dépréciation progressive et un peu de spirale, où plus ça va, plus la marque Tesla est associée à Elon Musk et à ses dérives réactionnaires, plus ça devient difficile
d'acheter une Tesla sans être associé à ça. Et plus ça devient risqué de garder sa voiture si on en possède une, du fait que plus ça va et moins la valeur à la revente devient intéressante. Donc Et tout c'est ça pareil pour pour... c'est pareil pour les cours de la bourse, les cours de Voilà, Tesla c'est en ça bourse. aussi. Donc, l'idée, c'est que du coup, si les ventes diminuent aux États-Unis, on voit déjà que c'est le cas en Europe, eh bien, les investisseurs vont commencer à s'inquiéter du fait que le cours en bourse, lui aussi, va diminuer. Et c'est d'ailleurs le Il a mouvement. déjà diminué ou on pense qu'il va diminuer? Oui, il a déjà diminué. Alors ça dépend un peu de quel point, à quel niveau on démarre. Mais là, en gros, à l'heure où on enregistre, il est à peu près à 280 $ l'action. Euh, Juste après l'élection, ou juste avant, oui, je crois que c'était juste après l'élection de Trump. Donc c'était un peu un succès pour Musk, puisqu'il avait été associé étroitement à la campagne. Le cours de l'action avait atteint un pic à 480 $. Donc on a perdu en gros 40% de la valeur depuis ce pic. Sur la semaine en cours, là, on est à moins 20%, et sur le mois en cours, on est à moins 30%. Donc, c'est vraiment Ah, c'est significatif. Exactement, parce qu'en plus, faut savoir que Tesla, c'était la 8e valorisation boursière aux États-Unis, avec plus de 1200 milliards de... Donc, c'est des chiffres délirants, hein. C'est à peu près 50 fois la valeur de Toyota, qui est le plus gros constructeur automobile. Et donc, des chiffres significatifs. Et la fortune de Musk est toujours très élevée, c'est toujours l'homme le plus riche du monde, mais il a perdu aussi, je crois, plus de 120 milliards de fortune estimée sur cette période. Alors après, le cours de bourse de Tesla était assez élevé depuis l'automne de 2024, depuis qu'il était associé à la campagne de Trump et que Trump était donné gagnant. Du coup, les investisseurs se sont dit, bah, et ça va forcément avoir des retombées positives sur Tesla. Donc, si on compare avec le niveau du cours de l'action il y a 6 mois, on est revenu à peu près au même niveau. Donc, il y a encore du chemin à parcourir, mais c'est déjà significatif, surtout que les gens pensent, enfin, les investisseurs pensaient au départ que ce serait une opération favorable pour Tesla, le fait que Musk soit associé aussi étroitement à l'administration Trump, et c'est pas du tout le cas. Bon, pour l'instant, c'est une sorte d'opération à somme nulle, mais ce que tu nous expliques, c'est que finalement, ça pourrait devenir une opération perdante. Est-ce que, d'une certaine manière, il a vraiment quelque chose à perdre dans la mesure où il est très, très riche, comme tu l'as dit, Elon Musk? Est-ce qu'il peut être déstabilisé sur ses bases par ce mouvement? Ouais, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essentiel de la fortune de Musk vient de ses actions Tesla. Une autre partie, en gros, c'est SpaceX, mais une grosse partie de sa fortune vient des actions Tesla qu'il possède. Et comme tous les milliardaires, Musk ne dépense pas son argent, il fait des emprunts pour financer l'achat de Twitter, pour financer son train de vie, pour des différents investissements dans différentes entreprises, y compris ses investissements récents dans xAI, donc son entreprise d'intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est financé par des prêts qui sont indexés ou qui sont plutôt garantis par les actions Tesla. Donc si l'action Tesla baisse trop brutalement, les prêteurs ça va déclencher des appels de marge, et du coup, Musk va être obligé de vendre des actions Tesla pour mettre de l'argent en face des prêts, en fait, soit rembourser ses dettes, soit garantir les prêts avec de l'argent sonnant et trébuchant. Et du coup, s'il vend des actions Tesla pour honorer ses dettes, eh bien, ça va plonger encore plus le cours de l'action Tesla, puisque c'est un des principaux actionnaires et qu'on parlerait de volume important. Donc, du coup, il y a la capacité à déclencher une spirale comme ça, qui ferait que Musk soit obligé de plus en plus de vendre des actions Tesla, donc de faire plonger le cours, donc de vendre plus d'actions Tesla, et ainsi de suite. Et il pourrait perdre une très grande partie de sa fortune. Or, il faut voir que son pouvoir provient essentiellement de sa fortune, parce que si on voit la manière dont il influence le Parti républicain, c'est quand même beaucoup du fait qu'il est financé dans des proportions jamais vues auparavant, la campagne de Trump, et qu'il menace de faire pareil pour les élus républicains qui ne voudraient pas rentrer dans le rang. C'est-à-dire que si vous êtes un élu républicain au Congrès et que vous décidez de vous opposer à Musk sur une loi ou sur un point particulier, mais Musk va vous dire, aux prochaines élections, je vais aligner un candidat en face de toi pour les primaires, et je vais le financer à coût de dizaines de millions de dollars, et tu vas perdre. Donc, en fait, c'est cette menace qui fait, on l'a vu très tôt, dès le mois de décembre, quand il y a eu ce bras de fer sur le budget.
bah, tous les élus républicains qui étaient avant opposés à ce que Musk voulait faire se sont rangés derrière Musk par crainte en fait de perdre leur siège au Congrès dans les 2 ans qui viennent. Donc il a un vrai pouvoir d'influence sur le parti. Alors il y a aussi le fait qu'il ait Twitter et qu'il a 200 millions d'abonnés sur Twitter, mais c'est quand même son argent qui permet de menacer et d'influencer à ce point-là le parti républicain. Et donc, si sa fortune s'écroule, non seulement il a plus forcément les moyens de mener, de faire pression, et puis c'est aussi le mythe de Musk, l'entrepreneur de génie, qui s'effondre si Tesla s'effondre complètement. Finalement, on peut dire que c'est un boycott bon, qui ne marche pas encore, mais qui est vraiment menaçant, alors que, bon, en général, a des résultats qui sont souvent plutôt compliqués à obtenir. Pourquoi Tesla est vulnérable à ce genre d'action par rapport à d'autres marques? Oui, bah, en fait, il faut savoir que Tesla, c'est quand même une entreprise qui est très survalorisée, en particulier en bourse, pour différentes raisons. Et pour donner quelques idées aux auditeurs, il faut savoir que c'était la huitième capitalisation boursière aux États-Unis, avec plus de 1200 milliards de capitalisation boursière. Et si on compare ça aux autres constructeurs automobiles, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le plus gros constructeur automobile, Toyota, c'est 5 à 7 fois moins de capitalisation boursière. Pareil pour General Motors, Volkswagen et tous les gros comme ça. Donc ils sont survalués, ils sont plutôt proches des entreprises technologiques comme Amazon, etc. Et en même temps, les ventes sont complètement décorrélées de cette valorisation. C'est-à-dire qu'en termes de ventes, ils sont au 8e rang mondial des constructeurs. Leur bénéfice, c'est 9 milliards de dollars en 2024. C'est à peu près 4 ou 5 fois moins que Toyota. Donc ils sont vraiment sur un autre plan. Et puis, même la valeur de la marque Tesla, qui est estimée par certains cabinets de conseil, etc., elle est estimée à 48 milliards, donc c'est beaucoup moins que la valorisation boursière. C'est moins que Toyota qui a 68 milliards, et c'est beaucoup moins que Apple qui a 550 milliards estimé la valeur de la marque, ou Amazon à environ 350 milliards. Donc on voit qu'ils ne sont pas du tout sur les mêmes, sur les mêmes niveaux que à la fois leurs concurrents en termes de constructeurs automobiles et puis les autres boîtes de technologie. Et en fait, cette survalorisation, ça veut dire que, en gros, la valeur de Tesla, pour qu'ils puissent rapporter aux investisseurs cette valeur, il faudrait qu'ils gagnent les bénéfices actuels pendant 100 ans. Donc en fait, on est sur une disproportion énorme. Et ce qui veut dire que la valeur, c'est surtout c'est spéculatif complètement, et ça repose en gros sur 2 choses. L'idée que la croissance des ventes de Tesla est énorme, donc du coup que dans 5-10 ans, ils vont produire des millions et des millions de véhicules, et donc ils vont prendre tout le marché. Et puis les promesses de Musk en termes de voitures sans pilote qui se conduit tout seul, en termes de nouveaux robots qui vont entrer sur le marché, et de robotaxis, etc. Et en fait, on voit que sur ces critères-là, ça commence un peu on commence à avoir de plus en plus de doutes. Il faut savoir que les ventes de Tesla ont reculé en 2024. Leur dernier modèle, donc, est sorti, le Cybertruck, c'est un échec commercial complet. Et les marges aussi de l'entreprise ont beaucoup baissé parce qu'ils ont essayé de casser les prix pour continuer à vendre des voitures. Donc du coup, ils sont déjà en dehors de Musk, c'est déjà une entreprise qui est survalorisée et qui est en difficulté en fait relative. Et puis sur les promesses de bons technologiques, en fait, le système de conduite autonome de Tesla, il marche pas très bien. C'est pas le meilleur sur le marché. Et d'ailleurs, parce que ça a été survendu et présenté comme un système de conduite autonome, alors que ce n'est pas le cas. Là, il y a en ce moment un procès en Californie, et il est probable que le régulateur interdise à Tesla de vendre des voitures en Californie à cause de cette arnaque, entre guillemets, ils ont abusé de la confiance des acheteurs en présentant un système de conduite autonome comme quelque chose qui n'était pas en fait autonome. Donc tout ça, c'est des nuages qui s'amoncellent sur Tesla. Et si on conçoit Tesla comme une grosse bulle spéculative, bah, du coup, il suffit de pas grand-chose pour que la bulle éclate. Une baisse significative des ventes des voitures, par exemple, pourrait
déclencher un peu un mouvement de panique des investisseurs et un effondrement du cours. Donc c'est ça qu'essaye de faire ce mouvement de boycott et il y a des chances que ça fonctionne. Ah bah, peut-être justement, c'est pour cela que Elon Musk a intérêt à être du côté du pouvoir, parce que bah, du coup, il pourrait gagner des contrats publics et peut-être compenser des éventuels risques industriels du côté de Tesla. Il pourrait également profiter de la position de leader de Tesla sur le marché des véhicules électriques pour se sortir d'affaires en cas de problème. Oui, disons que les gens qui estiment que c'est un peu voué à l'échec, ce mouvement de boycott, ils ont surtout comme argument que Musk va pouvoir profiter de la commande publique pour, en gros, compenser la baisse des ventes. Mais ça, c'est pas forcément évident parce qu'il faut d'abord que Tesla puisse suivre la commande publique. Et puis après, c'est des contrats qui mettent du temps à se mettre en place et puis à être payés. Et puis c'est surtout, là, on a parlé d'une commande de Cybertruck, justement, pour 400 millions de dollars. Mais ça, c'est des gouttes d'eau, en fait, par rapport au chiffre d'affaires, au coût et à l'aspect financier de l'entreprise. Et puis, sur l'idée que c'est un leader du marché, en fait, il faut voir que maintenant, Tesla commence à gagner beaucoup d'argent sur la réparation des voitures, comme beaucoup de constructeurs, mais ils ont une position favorable parce que, en gros, comme c'est les seuls qui sont habilités à réparer les voitures Tesla, ils peuvent faire payer très cher les utilisateurs, les propriétaires de Tesla. Donc, c'est encore un argument, d'ailleurs, pour vendre sa Tesla avant que la garantie expire. Mais Alors, c'est pareil sur le marché électrique. Ils sont censés être l'entreprise de voitures électriques. Ils ont un réseau de chargeurs, etc. Mais en fait, on voit que cette position est de plus en plus affaiblie. C'est plus le principal constructeur de voitures électriques. Ils ont été détrônés par des constructeurs chinois. Donc en fait, la concurrence a largement rattrapé en termes de qualité, de rapport qualité-prix et d'avancées technologiques sur tous les fronts. Donc leur position est de plus en plus fragile en fait. Donc il y a vraiment une vulnérabilité ici du côté de Tesla. Alors, je voulais qu'on évoque désormais le DOGE, le fameux DOGE, cette agence pour l'efficacité gouvernementale dont Elon Musk est désormais le patron. Et bon, avec, disons, cette administration qui est un peu transversale, il donne des fois l'impression d'être vice-président ou même président à la place de Donald Trump. C'est lui qui vraiment porte le combat pour la baisse des dépenses publiques. C'est lui qui licencie quasiment directement les fonctionnaires, qui arrête, ou en tout cas qui ordonne d'arrêter des programmes gouvernementaux comme l'USAID, qui fait de l'aide au développement. Alors, de nombreuses initiatives d'Elon Musk ont été bloquées de toute façon par des décisions de justice. Peux-tu nous expliquer un peu, parce que chez nous, ça n'existe pas, ce genre d'agence, comment tout cela fonctionne? Ouais, bah en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, normalement, c'est le Congrès qui autorise les dépenses. Donc, il y a des lois qui sont votées et le gouvernement, donc l'exécutif, n'a pas le choix. Ils doivent dépenser l'argent qui a été alloué dans les budgets et n'ont pas le droit de dépenser de l'argent qui n'a pas été alloué. Donc, c'est ce qu'ils appellent le power of the purse, c'est le pouvoir du porte-monnaie. Et donc, historiquement, il y a plusieurs présidents, Bill Clinton, Ronald Reagan, qui sont à leur prise de fonction, ils ont fait des audits, et puis ensuite, ils ont instauré des coupes dans la fonction publique en licenciant des fonctionnaires, sachant qu'aux États-Unis, les fonctionnaires peuvent être licenciés à peu près comme un employé normal. Donc, il n'y a pas cette protection qu'il y a en France. Donc, et puis, il y a eu des lois qui ont été votées pour mettre fin à certains postes de dépenses, mais tout ça avait été fait dans le respect de la Constitution. Et la différence ici, c'est que Musk est arrivé avec une équipe de francs-tireurs un peu, qui d'ailleurs ils avaient été recrutés discrètement par Peter Thiel, donc un autre milliardaire de la Silicon Valley, euh, en amont, il y a plusieurs mois. Et donc, c'est des gens qui souvent ont déjà travaillé pour Musk, qui sont très jeunes, qui sont plutôt dans leur expertise, c'est plutôt des ingénieurs, des programmeurs, des ingénieurs informatiques. Et ils sont là ils sont lâchés comme ça sur dans tous les ministères et les agences gouvernementales. Ils réclament un accès à toutes les informations et après ils commencent à décréter l'arrêt de certaines dépenses, le licenciement de certaines personnes. Et tout ça est fait de manière assez potentiellement illégale, d'où les décisions de justice pour stopper ou mettre un moratoire ou au moins mettre en pause beaucoup d'initiatives comme ça. Mais le problème, c'est que la justice, elle réagit toujours après coup.
Donc une fois que l'USAID, par exemple, a été essentiellement stoppé, eh ben, les gens sont déjà partis ailleurs, et il y a les budgets, et donc c'est difficile de réparer ce qui a déjà été cassé, en fait. La politique du fait accompli d'une certaine manière. Ouais, exactement, exactement. Et du coup, il y a beaucoup il se passe comme ça, beaucoup de décisions sont prises, et même parfois, Musk lui-même se rend compte de sa bêtise. Donc, par exemple, ils ont viré tout un tas de spécialistes dans le département de l'énergie, donc le ministère de l'énergie, et leur rôle, c'est de gérer le stock d'armes nucléaires. Et ils ont été virés. Et d'un seul coup, les gens de Doge et compagnie se sont rendus compte qu'ils avaient fait une boulette, et ils ont essayé de les réembaucher. Mais certains ne veulent pas revenir parce qu'ils ont été meurtris personnellement par cette décision, ou qui ils en avaient marre de toute façon, enfin, pour quelles que soient les raisons. Donc ça crée des problèmes comme ça. Là, récemment, il y a eu une réunion ministérielle qui avait été filmée par les médias, où on voit Musk qui dit, voilà, Dodge va faire des erreurs, mais on va les réparer. Par exemple, on a arrêté le programme qui gérait le risque d'épidémie d'Ebola, et ça, on ne veut pas l'arrêter, donc on a réparé. Et alors, en fait, c'est fou parce que c'est pas vrai. Ils l'ont arrêté, ce programme, mais ils l'ont pas relancé. Donc maintenant, il y a plus les gens qui géraient le problème Ebola ne sont plus en poste. Parce que juste pour ce que j'expliquais, c'est le fait que c'est difficile de faire rentrer le dentifrice dans le tube une fois qu'il est sorti. Donc il y a plein d'exemples comme ça, et on peut comprendre ça que si on met un parallèle avec la manière dont Musk procède, avec la façon dont il avait en gros reconfiguré Twitter quand il était arrivé. C'est-à-dire qu'il avait viré tout un tas de gens en expliquant, d'ailleurs c'est dans sa biographie, il explique que c'est une stratégie pensée, il faut mieux réduire plus que ce qu'il faut les effectifs et les coûts, pour ensuite rajouter derrière, combler les manques, plutôt que de ne pas réduire suffisamment profondément en profondeur les coûts et les effectifs, et du coup conserver des gens, entre guillemets, inutiles. Donc c'est une stratégie qui est pensée. Le problème, c'est que c'est déjà, contrairement à ce que pense Musk, ça n'a pas vraiment fonctionné à Twitter, puisqu'il y a eu plein de problèmes au départ, et que le site depuis a perdu des utilisateurs et des annonceurs, etc. Donc c'est pas forcément une réussite, même si on pense simplement comment il a fait ça à Twitter. Mais là, on parle du gouvernement américain, donc les conséquences sont pas du tout les mêmes. Alors justement, qu'est-ce que les Américains en disent de tout ça? Comment ils réagissent à ces initiatives, à cette forme d'assaut contre l'État? Ben, oui, au départ, c'était un peu décourageant d'un certain point de vue, parce que en fait, l'opinion publique américaine, au départ, n'a pas vraiment été choquée par ça. D'abord parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de défiance aux États-Unis vis-à-vis de l'État fédéral, et la façon dont sont utilisés les impôts, etc. Et donc, il y a ce discours qui est porté par Musk et les Trumpistes, comme quoi ils sont là pour faire la chasse au gaspillage et à la fraude. Bah, ça séduit beaucoup de gens. Et en plus, Musk a utilisé Twitter comme un énorme porte-voix pour montrer, à travers des exemples sélectionnés intentionnellement, qu'il avait découvert, par exemple, que l'USAID finançait certains médias ou certains programmes pour favoriser les causes LGBT dans des pays comme des pays du Moyen-Orient, où il y a eu cet exemple qui avait été cité de 50 millions de dollars pour des préservatifs pour Gaza. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été mises en avant pour montrer que vraiment c'est un scandale, le gaspillage d'argent public, et qu'heureusement Musk était là pour remettre les choses dans le droit chemin. Mais en fait, c'est souvent des exemples qui sont mal compris par Musk lui-même, ou qui sont faux. Par exemple, les préservatifs de Gaza, en fait, Gaza, c'était une ville en Éthiopie ou au Kenya, je ne sais plus, mais c'était pas du tout rien à voir avec Gaza à côté d'Israël. Donc du coup, c'était en fait un programme tout simplement de prévention des maladies sexuellement transmissibles, et non pas des préservatifs qu'on offrirait aux soldats, enfin aux combattants du Hamas. Donc il y a vraiment comme ça une utilisation populiste des informations qui récupèrent, et qui au départ a fonctionné un peu comme propagande, mais là on voit que ça commence à coincer maintenant. Alors, quels sont les signaux qui montrent que ça coince, qu'il y a une forme de backlash?
Bah, il y a différents signaux. D'abord, il y a les codes de popularité, hein, parce que si je disais qu'au début ça fonctionnait, je me basais surtout sur le fait que Trump restait populaire, Musk n'était pas extrêmement populaire non plus. Mais là, on voit qu'il y a un décrochage depuis 2 semaines à peu près. Trump est maintenant est plus impopulaire. Si on regarde, il y a plus d'Américains qui sont mécontents de son action que d'Américains qui sont contents. Donc ça, c'est en gros, il a perdu 10 points en gros de popularité dans les agrégateurs de sondage. Et Musk, c'est encore plus significatif, il doit être à 25% d'Américains qui soutiennent son action. Donc c'est un énorme décrochage en termes de popularité. Et puis après, il y a d'autres signaux. Donc il y a le fait que, en fait, les élus aux États-Unis, quand ils retournent en circonscription, ils tiennent ce qu'ils appellent des town halls. Donc, c'est des réunions publiques, en fait, où n'importe qui peut venir et poser des questions à l'élu. Donc, ça se tient en général dans des grandes salles, le Parlement local ou la permanence de l'élu. Donc, il y a plusieurs centaines de gens qui viennent quand c'est des problèmes. Enfin, en général, il n'y a pas grand monde qui vient, mais là, il y avait des centaines de gens qui sont venus voir les élus républicains. C'est un public qui est plutôt âgé et blanc, donc plutôt l'électorat républicain, justement. On ne peut pas dire que ce soit des activistes démocrates qui soient venus exprès pour ça. Et ils sont furieux. Et donc, ils ont vraiment pris à partie les élus républicains. Et à chaque fois que ces élus républicains ont essayé de défendre l'action de Musk en disant oui, mais c'est pour la chasser le gaspillage, les gens se mettent à hurler de colère tellement ils ne croient plus à ce discours et sont révoltés par les actions qui sont menées par Musk et Trump. Donc ça montre vraiment, c'est un signal fort. C'est quand Obama avait voulu faire passer sa réforme de la santé, il y avait eu comme ça aussi une très forte opposition à l'échelle locale. Et donc ça se transmet de nouveau. Enfin, on observe ça de nouveau maintenant avec l'action de Musk. Et puis après, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'électeurs de Trump qui expliquent qu'ils sont dégoûtés d'avoir voté pour Trump parce qu'ils ont été virés alors qu'ils travaillaient pour l'aide aux vétérans, par exemple. C'était des fonctionnaires qui viennent d'être virés par Musk. Donc des choses comme ça qui émergent de plus en plus et donc qui montrent qu'il y a vraiment un décrochage. On voit aussi le podcasteur donc Joe Rogan qui avait soutenu Donald Trump. Son audience, il a perdu entre un tiers et la moitié de son audimat là, en quelques semaines. Et dans les commentaires, il y a beaucoup de ses fans qui s'en prennent à lui pour son soutien à Musk et la manière dans laquelle il fait un peu il répète les éléments de langage de Musk. Donc ça ne passe pas, même chez les gens qui étaient vraiment acquis à cette cause. Et puis enfin, de l'autre côté, on voit que quelqu'un comme Bernie Sanders, qui est en train justement de se déplacer dans tous ces États républicains, bah, il réunit des foules énormes qu'il n'avait jamais réunies dans ces lieux et dans ces territoires. Et justement, lui, il tient un discours où il explique que on assiste en fait à des oligarques qui sont en train de se servir dans les caisses de l'État et dans les poches des Américains. Et ça rencontre un énorme écho auprès des électeurs républicains. Alors, on va terminer rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va évoquer Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk et l'offensive trumpiste de la Silicon Valley. Grok, c'est un peu l'équivalent de ChatGPT, mais made by Elon Musk. Alors, Grok, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'avenir vu des États-Unis? Bah, comme tu le disais, c'est un concurrent de ChatGPT maintenant. Et la question, c'est est-ce que c'est vraiment un modèle économique viable? On peut en douter parce qu'il y a de plus en plus de modèles concurrents comme ça de chatbots qui se mettent en place. Grok, là, ça a coûté une fortune à développer. Et puis, ça a des performances qui sont assez comparables en fait à ChatGPT. Donc, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée du point de vue de l'utilisateur qui peut soit utiliser ChatGPT, soit Grok, soit d'autres alternatives. Donc, DeepSeek, de ce point de vue, DeepSeek, voilà, DeepSeek le chinois, il y a le modèle de Google, il y a Facebook aussi qui veut faire son propre modèle, son propre application. En France, on a Mistral maintenant. Donc il y a vraiment plein de choses qui se mettent en place. Donc, est-ce que ça va rapporter de l'argent? C'est pas du tout évident. Maintenant, est-ce que c'est ça le but de Musk? C'est pas sûr non plus, parce que par exemple, on voit qu'avec Twitter, il perd de l'argent, mais c'est vraiment pour lui une arme de propagande. Et Grok, là, la dernière version numéro 3, il y a une censure qui s'exerce. Donc le modèle n'est pas totalement indépendant on va dire, disons que Musk essaye d'influencer les réponses et de donner un biais qui va dans son sens à lui vis-à-vis du modèle pour s'en servir également d'outils de propagande. C'est-à-dire que si les réponses que Grok donne aux gens
sont un peu teintées d'un biais d'extrême droite, même si c'est subtil, eh bien c'est une formidable arme de propagande et pour après d'influence de l'opinion publique. Et ça, c'est Donc pas bon il y a pour le business, ça, Chris. bah, ça dépend, parce que ça peut être fait de manière relativement subtile, mais même si c'est pas, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement, disons faut voir si c'est quelque chose qui peut être pérenne et qui peut effectivement commercialement être un succès. Mais il y a aussi le fait que en fait, même si les gens n'ont pas envie d'utiliser Grok, bah déjà quand on ouvre Twitter, c'est de base la fonctionnalité est là. Et après, Musk à travers le Doge essaye de mettre en place tout un tas de programmes par exemple, il veut remplacer des fonctionnaires, clairement, par des chatbots de XAI, donc Par ses Grok, par chatbots exemple. à lui. Voilà, exactement. Donc, il y a à la fois le côté, même si vous en voulez pas, vous l'aurez quand même, parce que si du coup, on est un Américain, on veut contacter le service de sécurité sociale parce qu'on a voilà, une requête à formuler, on va se retrouver, au lieu de parler à quelqu'un, un fonctionnaire, on va se retrouver face à Grok. Voilà. Et puis, il utilise aussi ces outils maintenant pour identifier justement les fonctionnaires qui vont pouvoir être licenciés. Donc, il y a vraiment un déploiement de l'IA à la fois pour forcer les utilisateurs qui n'en veulent pas à l'utiliser quand même, et puis aussi pour l'utiliser comme outil de destruction de l'État et des services publics. Donc, c'est quand même une vraie question, un vrai enjeu et quelque chose de relativement inquiétant. Et Donald Trump, dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Comment il Bah, voit tout ça? oui, c'est curieux hein, parce que on pensait quand même qu'il y allait y avoir un peu un clash d'ego. Trump, il aime pas trop partager la lumière du podium avec quelqu'un, mais là, il continue de défendre Musk. On dirait qu'il est pas trop intéressé en fait par toute cette. Il est content que Musk s'occupe de tout ça. Il faut savoir que Musk aussi, tout ce qu'il fait, c'est un peu lié au projet 2025. Donc il y a un projet là qui avait été conçu par on va dire, le patronat réactionnaire américain, la Heritage Foundation, et donc les lobbies patronaux américains, et l'extrême droite ou la droite très dure américaine. Donc c'est un projet qui est en gros un programme politique hein, que Trump avait prétendu ne pas être concerné, alors qu'en fait c'est exactement comme ça qu'il gouverne, suivant la feuille de route. Et donc, lui, il est un peu, il laisse ça faire, et lui, il a l'air d'être plus intéressé par son idée de gagner le prix Nobel de la paix avec sa diplomatie, et puis par sa guerre commerciale avec les droits de douane, et n'a pas l'air vraiment de s'impliquer beaucoup dans cet assaut contre l'État fédéral et les services publics. Merci beaucoup, Chris. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Le média, votre média, ne vit que des dons et des abonnements de soutien de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Partagez nos vidéos. Abonnez-vous à nos comptes X, ex-Twitter, également à nos 2 chaînes YouTube, le média et le média 24/7. Si vous voulez nous soutenir via un abonnement ou un don défiscalisé, c'est sur le mediatv.fr/soutien que ça se passe. Restez connectés aux médias.